Bonsoir et bienvenue. Sa démission de l'exécutif burkinabé a fait l'effet d'une bombe. Tahirou Barry et le pouvoir du mouvement du peuple pour le progrès MPP, c'est le divorce. Et elle s'est fait de façon fracassante. Le jeune leader politique n'est pas allé du dos de la cuillère. C'est un véritable réquisitoire nimbé de lyrisme contre la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kaboré que Tahirou Barry a servi au peuple burkinabé. Pourquoi a-t-il démissionné? Quel sera son avenir politique? Eh bien, les réponses dans ce numéro de votre rendez-vous politique Surface de vérité. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme démissionnaire, Tahirou Barry, est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir, M. Barry. Bonsoir à vous. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. On commence déjà par ce rendez-vous manqué chez nos confrères de la télévision nationale qui fait la polémique actuellement. On parle effectivement de cette main du ministre porte-parole du gouvernement Rémy Danguinou qui serait à la base de l'annulation de cette émission que vous devez faire sur la RTB. Oui, je pense que le peuple a droit à la bonne et saine information. Et je voudrais rappeler cette formule de Alfred de Sauvy qui dit que bien informés, les hommes sont des citoyens. Mal informés, ils deviennent des sujets. Notre pays, surtout à l'ère post-insurrectionnelle, n'a pas besoin de sujets. Il a plutôt besoin de citoyens responsables et qui s'engagent résolument dans la construction d'une démocratie, dans la construction, dans l'enracinement de l'état de droit. Et aujourd'hui, tous ceux qui ont concouru à ramer à contre-courant de cette marche de notre nation doivent être dénoncés avec la dernière énergie. Et c'est dans ce sens que je salue cette décision courageuse de la rédaction de la RTB. Et je crois qu'à travers cette décision, ces genres de pratiques ne vont plus se répéter. Ils incriminent en tout cas votre ex-collègue, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémy Danguinou, qui a été quand même un acteur clé dans la lutte pour plus d'espace de liberté d'expression. Je crois qu'en la matière, il faut que toutes les responsabilités soient situées et que les conséquences soient tirées. C'est-à-dire? Bon, je laisse les décideurs apprécier. D'accord. Alors, Tahirou Barry, dans le gouvernement du MPP, pourquoi avoir tourné à l'époque le dos à l'opposition au profit de la majorité? On se demande comment ça s'est fait, votre entrée dans ce gouvernement. C'est un processus. À l'issue des élections couplées, le fondateur du parti, le grand frère Laurent Gbagbo, a été approché par le MPP. La proposition d'alliance lui a été faite. Il m'a appelé pour me faire également le point et m'a demandé d'engager la concertation avec les camarades du parti pour prendre la décision. Donc, à l'issue de la concertation qui a été engagée avec les personnes et ressources, avec le bureau exécutif, nous avons donc marqué notre accord pour aller à l'Alliance, bien entendu sur la base d'une convention qui avait pour but de promouvoir, de défendre les valeurs et l'esprit de l'insurrection populaire. Et vous êtes donc entré dans ce gouvernement. Est-ce peut-être, comme le disent certains, pour juste enrichir votre CV ou vous avez cru à l'époque en ce régime? Je voudrais vous dire sincèrement ce que j'ai ressenti. En réalité, ça a été la décision la plus difficile de ma carrière politique qui a été prise. Parce que pour ceux qui ont suivi quelque peu notre campagne, j'avais clairement indiqué que le serpent peut changer de peau, jamais de nature. Le fondateur qui m'a également accompagné pendant toute la campagne a été très tranchant sur la vision qu'on avait de nos adversaires de l'époque, à savoir le camp MPP. Ça serait ouvrir la deuxième porte de l'enfer, le deuxième bâton de l'enfer. Bon, tout a été dit. Et je crois qu'après la série de concertations, il nous a été dit que le plus grand pécheur
d'aujourd'hui peut devenir le meilleur évangélisateur de demain. Et qu'il y a eu naturellement ce mea culpa historique et qu'en principe, lorsqu'il y a mea culpa, lorsqu'il est sincère, on doit donner une seconde chance à ces personnes. J'ai été donc engagé avec mes camarades, mais naturellement avec assez d'interrogations. Mais il faut dire que dès les premiers conseils des ministres, l'heure de la désillusion avait commencé à sonner à mon niveau. Parce Déjà? que je m'attendais à ce que dès les premiers instants, dès les premières semaines, qu'on marque la rupture d'avec l'ancien système. Vous savez qu'après 27 années de gestion, quelque peu décriée, il y avait lieu de marquer dès les premiers jours la volonté de rupture. C'est pourquoi, avec toute ma naïveté, je me suis permis en Conseil des ministres de proposer par exemple la réduction du salaire des ministres. Vous l'avez fait? Mais je n'ai rien à cacher. J'ai dit, puisqu'en son temps, il y avait l'Assemblée nationale qui avait montré le chemin. J'ai dit, nous constituons l'exécutif. Nous sommes en train d'aller dans le sens d'une réduction du train de vie de l'État, de la fin du gaspillage, de la fin du désordre. Mais nous, on ne peut pas demander au peuple de se sacrifier si soi-même, on ne montre pas l'exemple. J'ai dit d'aller vers la réduction du salaire, non pas en raison de la manne financière que cela peut représenter, mais en raison de la valeur symbolique du geste. J'ai été décrié. J'ai également dit qu'il n'y a aucune raison que nous puissions continuer en tant que ministre, en tant que haut responsable, à voyager en classe affaires, alors qu'on a tout à fait la possibilité de voyager en classe économique. Tout ça dans le sens de marquer la rupture. Ça aussi, ça n'a pas été écouté. Il y a certains ministres que je respecte bien et qui m'ont dit qu'ils ont commencé à voyager en classe affaires avant qu'ils ne soient ministres. Ce n'est pas en tant que ministre qu'ils vont faire le contraire. Mais vous l'avez fait durant tout ce temps? Je ne pouvais pas me désolidariser parce que ça allait se présenter comme étant une forme de désaveu de la politique globale qui était en place. Je me suis contenté... Donc vous voyagez en classe affaires? Mais j'étais obligé de voyager en classe affaires parce que je ne peux pas me singulariser sur toute la ligne parce qu'il y avait quand même des actes que j'ai pu poser en tant que ministre. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais c'était une forme de singularisation qui pouvait poser quelque peu de problèmes. Le fait, par exemple, de ne pas loger au même titre que les autres au niveau des villas ministérielles, peut-être pouvait être mal vu par les autres collègues. Ça aussi, c'est confirmé? Vous ne dormiez pas dans les villas ministérielles? Bon, je pense que c'est vérifiable. Mais je ne dénonce pas ceux qui y logent. Je dis simplement que ce sont des actes symboliques qu'il faut poser. Aujourd'hui, dans la plupart des administrations publiques, il n'y a pas d'espace pour les bureaux. Ces grosses villas avec plusieurs chambres, la climatisation, l'électricité, l'eau, pouvaient être affectées à ces milliers de travailleurs qui n'ont pas d'espace pour servir le pays. Au sein du ministère de la Culture, combien de fois il y a eu incendie, court-circuit dans le bâtiment abritant les bureaux? Et pendant ce temps, les hautes autorités, les ministres qui ne sont pas des mendiants larmoyants, laissent leur domicile pour aller habiter dans des espaces, alors que, de façon objective, le besoin n'était pas établi. Ça, ce sont des propositions qui pouvaient être examinées. Voilà donc ce qui a justifié les premières désillusions. Mais vous convenez avec moi que si dès ces instants, je disais au revoir, on allait dire, c'est un jeune inconscient qui ne mesure pas les enjeux de ses actes, qui est venu et qui repart, alors qu'on a besoin d'un certain temps pour apprécier les actions du gouvernement avant de prendre sa décision. Vous avez voulu continuer à essayer de convaincre peut-être? J'ai essayé sur un certain nombre de points. C'est vrai que j'avoue que j'étais venu avec toute ma naïveté. Vous voyez, l'une des décisions qui a été prise par le chef de l'État, de mettre en œuvre les différents points de la plateforme revendicative des magistrats, mais a été faite sans consultation du gouvernement et sans associer le ministre de la Justice.
Moi, je vous dis franchement, M. Bagoro, qui était un ami, qui était un promotionnaire de la fac de droit, en bon Gouroussi, il devait rendre le tablier. Parce que aujourd'hui, il n'était pas envisagé d'aller aussi précipitamment, alors qu'il y a d'autres secteurs, il y a d'autres syndicats qui avaient des plateformes qu'il fallait examiner froidement et engager un processus global de traitement de ces questions. Vous voulez dire que le président n'a pas consulté le ministre de la Justice sur cette question essentielle? En temps opportun, je pense que la vérité sera dite sur cette affaire. En Conseil des ministres, et ça, j'avoue que je n'étais pas le seul, nous avons estimé devant le chef de l'État, et moi personnellement, j'ai indiqué que chaque fois qu'une mesure de satisfaction ou de mise en œuvre d'une plateforme revendicative va s'opérer après un mouvement de grève, c'est un mauvais signal qu'on envoie aux différents syndicats. La conséquence, nous avons enregistré aujourd'hui près de 80 mouvements de grève et sitting depuis 2016 jusqu'à maintenant, avec près de 300 jours d'arrêt de travail. La grève qui devrait constituer l'exception a été érigée en règle. Mais ce n'est pas comme ça on gouverne un État. On dit que l'action gouvernementale, elle est collégiale. C'est d'ailleurs pour cela que certains pensent que vous êtes comptable de ce que vous dénoncez, justement, par rapport à l'action gouvernementale. Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'en vérité, il n'y a pas de démocratie au sein de l'exécutif? Le débat, toutes les opinions ne sont pas prises en compte? Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a un certain nombre de points qui devraient faire l'objet d'une attention particulière. Le Conseil des ministres, c'est le lieu d'échange, c'est le lieu de discussion, c'est le lieu de débat. Il y a un décideur. Mais le fait de prendre la décision sans prendre en compte un certain nombre de préoccupations ne voudrait pas dire que c'est le lieu de la dictature. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'on devrait aller résolument dans le sens de la rupture dès les premiers instants. Et en plus, ce que j'ai dit dans ma déclaration, je parle de réaction de cow-boy. Mais d'abord, la précision est très importante. Le terme cow-boy n'est pas une injure. Cow-boy, c'est l'anglais coy, la vache, boy, garçon de vache. Donc un éleveur, ce n'est pas une injure, ça veut dire que j'insulterai même ma propre famille qui a des bœufs. On va y revenir justement. Donc je dis, il ne faut pas attendre qu'il y ait un mouvement de grève pour apprécier la situation des travailleurs. On doit anticiper, on doit prévoir, on doit réunir l'ensemble des acteurs en la matière, examiner froidement, sereinement, de façon objective, la situation de toutes les entités et de proposer des solutions qui s'imposent. Mais ce n'est pas à travers un mouvement que dans la pression, on décide sans mesurer les conséquences. 22 mois après, donc, vous avez décidé de claquer la porte. Avant de parler de tout ce que vous avez soulevé comme charge contre cet exécutif, parlons d'abord de ce que vous-même vous avez apporté au développement du secteur de la culture, des arts et du tourisme en tant que ministre durant ces 22 mois. Parce que pour certains, effectivement, notamment pour les militants de la majorité présidentielle, en vérité, vous ne parlez pas de vous, votre action, de ce que vous avez pu apporter pendant ces 22 mois. Qu'avez-vous apporté? Oui, j'attends l'occasion pour faire le point de notre action, pas de mon action, au niveau du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Mais en venant dans ce ministère, j'avais la même conviction que M. Senghor, qui dit que la culture est au début et à la fin de tout développement. Et j'avais souhaité, avec l'ensemble des acteurs du monde de la culture et du tourisme, ériger la culture comme un bouclier contre l'impérialisme culturel. Parce que vous voyez, si on arrive à faire douter un peuple de sa culture, c'est tout un ensemble de défaites. Défaites économiques, défaites politiques. Qu'est-ce que nous avons mené comme action? C'était d'abord la réforme de la Semaine nationale de la culture. Faire en sorte que la Semaine nationale valorise tout ce que nous avons comme rythme du terroir, susciter la fierté de ce que nous avons comme richesse en la matière. Nous avons réhabilité, mais la Semaine nationale de la culture, à un moment donné,
était devenue une forme de gesticulation sans impact réel sur la valorisation de nos richesses nationales. Vous avez vu qu'il y a eu tout cet ensemble d'accompagnement de ces révélations au niveau de la SNC, à l'extérieur, à l'intérieur. Des tournées ont été faites et chaque fois qu'il y a des manifestations, nous n'hésitions pas à proposer ces différents acteurs. Nous avons les trésors humains vivants qui sont détenteurs de savoir, de savoir-faire, qui n'ont rien à voir avec ce que les autres ont. Nous les avons formés pour que la transmission de ce savoir soit effective. Nous avons la question, par exemple, de la déconcentration et de la décentralisation culturelle. Quand on était arrivé au ministère, il y avait à peine 4 ou 5 directeurs provinciaux. Nous avons généralisé les directeurs provinciaux dans l'ensemble des provinces, soit 45 directeurs avec la mise à leur disposition des moyens de déplacement, ce qui fait que la culture a été présente dans toutes les communes du Burkina Faso. Il y a l'aspect qui me paraît très important de l'inventaire du patrimoine culturel immatériel. Nous sommes engagés dans ce sens avec près de 500 éléments du patrimoine culturel immatériel que nous avons recensés. Nous avons recensé près de 1200 éléments touristiques et attraits touristiques, avec le constat qu'il y a près de 400 qui sont menacés de disparition. Donc, c'est un ensemble d'actions qui a été mené pour maintenant regarder concrètement qu'est-ce qu'il faut engager pour préserver toute cette richesse, tout ce patrimoine. Je ne vais pas revenir sur la réhabilitation des infrastructures culturelles. Joseph Kizerbo l'a dit, culture sans infrastructure, c'est un vent qui passe. Il y a le Sénasa qu'on a réhabilité, il y a l'INAFAC, il y a les salles de ciné, il y a tout un ensemble d'actions allant dans ce sens. Il y a également la valorisation des arts dans le système éducatif, à travers l'enseignement qui va être désormais présent dans les différentes écoles primaires. Et tout commence par là. Il faut amener nos enfants à aimer leur culture et à s'engager à les préserver et naturellement à les aimer. Il y a assez d'actions. Je prends par exemple la loi de 1% sur les décorations artistiques des bâtiments publics et des bâtiments recevant du public. Nous avons voulu, à travers cette loi qui a été adoptée, conférer une âme culturelle à nos villes. Et il y a également le Fonds de développement culturel et touristique qui a été opérationnalisé, qui doit accompagner techniquement, financièrement, tous les grands projets culturels, artistiques et touristiques de nos acteurs. Donc, on peut citer tout un ensemble d'actions. Les trésors du Faso, par exemple. Trésors du Faso, par exemple, qui visaient à sortir de l'ombre tout ce qui était caché dans les profondeurs du Burkina Faso. Nous avons sillonné toutes les régions et un artiste plasticien qui est caché avec son savoir a été révélé, les stylistes révélés, les révélations littéraires mises en évidence, les révélations musicales mises en évidence, surtout avec un accompagnement du ministère par rapport à la production de leurs œuvres et naturellement pour la promotion de ces œuvres. Est-ce qu'il n'y a pas le relent politique derrière? On a vite fait de penser que derrière, c'était de vous donner une envergure nationale. Vous avez fait effectivement le tour du Burkina avec cette activité. Politiquement, c'est aussi un gain. Bon, en venant dans le gouvernement, je disais qu'on m'a confié une mission. Et je ne peux pas concevoir la promotion du patrimoine culturel et artistique sans communication, sans visibilité. Je ne peux pas parler de la promotion de la destination du Burkina Faso sans communication, sans visibilité. Je ne peux pas aller avec les acteurs dans le cadre d'un circuit touristique à l'intérieur du Burkina sans quand même demander aux hommes de presse que vous êtes de nous accompagner pour mettre en lumière nos potentialités touristiques. Mais je ne sais pas quelle est la gymnastique que vous me proposez pour m'extraire de ce mécanisme. Des projets structurants qui s'inscrivent dans la durée, selon vous?
Oui, des projets structurants. Quand je prends par exemple le projet du développement de l'entrepreneuriat culturel, il y a toute une action de formation qui a été engagée à l'endroit de plusieurs centaines d'acteurs culturels. Il y a les différents mécanismes d'accompagnement financier et technique, mais il faut le dire, il y avait des limites. Quand nous prenons le Fonds de développement culturel et touristique qui a été opérationnalisé, 2016, nous n'avons bénéficié que de 200 millions comme dotation financière. Vous prenez 2017, 500 millions. Alors qu'un seul bon projet, ce n'est pas moins de 500 millions. Quand vous prenez seulement la Côte d'Ivoire a mis en place un fonds seulement pour le cinéma de 3 milliards. Vous prenez le Sénégal, seulement pour le cinéma, 2 milliards. Nous prenons notre fonds pour la culture, pour l'art, pour le tourisme. Première année, on donne 200 millions. Deuxième année, 500 millions. Vous voulez qu'on gagne les talons de Yenega avec ça? Voilà. Ok, on va clore sur ce point pour parler maintenant des raisons de cette démission quand même fracassante. Les mots sont forts. Capitaine abonné à la fontaine de réaction et des actions sans axe. Effectivement, tout à l'heure, on en parlait. Vous parlez de vieux cow-boys désespérés. C'est quand même inélégant, c'est injurieux pour certains. Bon, vous parlez d'injures. J'ai dit tout à l'heure que le cow-boy vient de l'anglais coy, la vache, boy, garçon. Donc, c'est un éleveur. À la seule différence que le cow-boy se trouve à l'ouest des États-Unis. Mais ce qu'on oublie, le cow-boy, il incarne des valeurs américaines. Et c'est des valeurs de courage, des valeurs d'engagement, de persévérance et de précision pour ceux qui tirent. C'est ça, le cow-boy. Qu'est-ce que j'ai dit? La seule différence que j'ai introduite, c'est un vieux et désespéré cow-boy. Mais c'est ce que nous avons constaté. Ah bon? Vous avez un président du Faso. Je n'ai rien à voir avec le président. Je n'ai rien contre lui. D'ailleurs même, c'est mon beau. Ce n'est pas parce que c'est mon beau que je dois également lui faire des cadeaux. J'ai dit que le capitaine de notre navire n'agit pas, mais il réagit. Vous prenez le vieux cow-boy désespéré qui est dans son salon, on vient, on tend le revolver sur lui, on dit donne tout ce que tu as, il prend tout, il donne, sans calculer. S'il entend des tirs à l'extérieur de son salon, il se lève à son vieux fusil, il tire au hasard sans précision, sans orientation. C'est le cas actuellement avec le président. C'est le cas que nous voyons. Si il faut attendre qu'il y ait des mouvements de grève, qu'il y ait des revendications, qu'il y ait des protestations pour en griffe, parce que les mots souvent sont sensibles, aveuglement, satisfaire, il y a problème. Conséquence, j'ai dit que nous avons nos indicateurs qui sont au rouge. Vous avez près de 20 milliards de la masse salariale qui ont été ajoutés alors qu'ils n'étaient pas prévus dans le budget de 2017. Alors que nous avons un ratio masse salariale sur recette fiscale qui est de 45%, largement au-delà des 35%. Il y a un problème. Vous avez, pendant ce temps, un ratio de la pression fiscale qui est de 16%, alors qu'il devait être de 20%. Donc, pendant qu'on a un ratio de la pression fiscale qui est inférieur à la normale, nous avons un ratio de la masse salariale qui est largement supérieur à la normale. Conséquence, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 92% des recettes fiscales qui sont englouties par les dépenses courantes. Rien pour l'investissement. Mais vous constatez, 92%. Vous voyez les chiffres. Vous avez 1300 milliards de recettes fiscales dans le budget rectificatif. 1300 milliards. Les dépenses courantes, 1200 milliards. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour financer le PNDS en raison pratiquement des 10 000 milliards prévus? Alors qu'on compte surtout sur les ressources propres. Mais on compte sur les ressources propres. Regardez ce qui se passe.
On nous dit que nous devrons financer le PNDS sur fonds propres de 63,8%, soit environ 10 000 milliards. Mais regardez d'abord le budget. La recette globale, autour de 2 000 milliards. D'ailleurs, en 2016, on était à 1 700 milliards. 2017, bien que 2000 ait été prévu, nous sommes à autour de 1 800 milliards. Mais dans les 1 800 milliards, supposons qu'on n'enlève pas les dépenses courantes, qui représentent 1 200 milliards. Supposons qu'on n'enlève même pas les dépenses courantes et que nous avons un budget de 2 000 milliards. Multiplier 2 000 milliards par les 5 ans, ça veut dire qu'on doit prendre l'ensemble du budget pour consacrer à l'investissement pour atteindre les 10 000 milliards. Alors, comment nous allons financer les dépenses courantes? Je vous pose cette question. Je vous pose cette question. Comment nous allons financer les dépenses courantes alors que nous avons un budget de 2 000 milliards, nous voulons financer sur fonds propres le PNDS avec 10 000 milliards. On n'a peut-être pas au départ prévu tout ce mouvement. Vous avez un déficit budgétaire qui culmine au-delà des 6%, soit le double de la norme, qui est de 3%, soit environ 500 milliards. Concrètement, on ne dit pas la vérité au peuple. Je vous dis, aujourd'hui, nous avons, au niveau de nos budgets dans le gouvernement, le volet investissement. Je prends le ministère de la Culture. On avait un budget d'autour de 1,8 milliard pour investir. Mais récemment, on a été obligé de se réunir pour réguler, c'est-à-dire pour annuler une partie du budget d'investissement parce que simplement, les fonds attendus, soit 330 milliards comme appui extérieur, ne sont pas arrivés. Il y a eu à peine 85 milliards qui sont attendus sur les 330 milliards prévus. Conséquence, au lieu d'avoir finalement un budget de 1,8 milliard dans le ministère de la Culture, nous nous sommes contentés du milliard, alors que chaque année sur la base du PNDS, le ministère de la Culture doit s'attendre à au moins 11 milliards par an pour atteindre les objectifs assignés par le PNDS. Aujourd'hui, avec les 230 milliards qui ont été régulés, les ministres sont toujours en train de suer leurs larmes. C'est ça la réalité du PNDS. Mais qu'est-ce que le gouvernement, l'exécutif pourrait faire autrement quand vous présentez les choses ainsi, dans un contexte où, par exemple, il y a eu trop d'imprévus? On parle justement de ce front social, de ces travailleurs qui revendiquent tout le temps. Que faire dans une telle situation? Est-ce que vous aurez voulu, par exemple, que l'exécutif refuse, par exemple, de satisfaire la demande des travailleurs? Je pense qu'il faut dire la vérité au peuple. Permettez-moi de vous dire la réalité. Le PNDS se donne les mensurations d'un éléphant alors qu'il n'a même pas celle d'une tortue. Ah bon? C'est fort. Je veux vous dire la réalité. Quelle est cette réalité? On nous dit que le PNDS sera financé à 18 000 milliards après la conférence de Paris. Dans les 18 000 milliards, on nous parle d'environ 8 000 milliards pour les partenaires techniques et financiers. On nous parle de 10 000 milliards pour les investisseurs privés. Prenons le cas des partenaires techniques et financiers. D'abord, je vous dis qu'il y a une première complication de la grossesse, parce que le PNDS, c'est ça, bien conçu, mais du fait de la complication de la grossesse et d'un accouchement difficile, au lieu d'avoir un lion à l'accouchement, nous avons une souris. Donc, première complication, on ne peut pas fonder le développement d'un pays sur l'aide extérieure. Dans aucun pays au monde, il y a eu développement sur la base de l'aide extérieure. Mais soyons réalistes. Soyons réalistes. Nous avons eu combien de conférences de mobilisation de fonds au Burkina Faso? C'est la 5e. Et chaque année, depuis 2006 jusqu'en 2015, le Burkina recevait près de 500 milliards comme aide au développement. Est-ce que c'est ça qui a soigné notre maladie?
Donc j'ai dit, l'erreur grave, c'est de vouloir reposer notre développement sur la base de l'aide extérieure. Et je dis que c'est un message de vérité qu'on devait adresser aux différents acteurs. Le développement d'un pays, c'est une mobilisation générale. C'est le fruit d'un sacrifice collectif. C'est un ensemble d'actions engagées par l'ensemble du peuple, comme sous la Révolution. Et c'est à partir de là que les autres appuis peuvent venir en complément. Ça, c'était la première erreur. Deuxième erreur, on nous dit 18 000 milliards, mais on ne nous dit pas la nature de ces fonds. Quelle est la part du don? Quelle est la part du prêt? Et surtout, à quel taux? À quel taux? Nous avons un niveau d'endettement de 2250 milliards. Est-ce qu'on peut accepter de nous endetter sans tenir compte de notre capacité d'endettement? Thomas Sankara l'a dit à l'OIA. On vient nous présenter des montages financiers alléchants pour nous endetter sur 50 ans, 60 ans et plus, donc nous compromettre sur 50 ans et 60 ans et plus. Je dis non. Autre difficulté, on n'a pas tenu compte, et ça me paraît également important, de la capacité d'absorption des fonds qui sont mis à notre disposition. L'absorption, le taux généralement c'est 26%. C'est-à-dire si on vous donne 100 francs, c'est seulement 26 francs qu'on arrive à consommer au regard des procédures des partenaires et au regard surtout des conditions préalables à satisfaire, telles que la bonne gouvernance, l'état de droit et autres. Et autre élément, la période des partenaires financiers généralement ne concorde pas avec celle du PNDS. Quand vous prenez l'Union européenne, ça va de 2017 à 2021, mais le PNDS c'est 16-20. Donc, il y a d'abord ce problème. Et deuxième difficulté, pour les partenaires privés, on nous parle de 10 000 milliards. Vous pensez que ce sont des bureaux de bienfaisance? Vous pensez qu'ils viennent en Père Noël pour investir sans calcul? Non, ils viennent pour maximiser le profit. Alors, pourquoi comptabiliser ces différentes manifestations d'intérêt de ces investisseurs privés sans un minimum de précaution? On ne sait pas dans quelles conditions ils veulent investir les 10 000 milliards. La conséquence est là, la réalité est là, les indicateurs ne sont pas respectés. On nous dit que le taux de croissance économique dans le cas du PNDS, c'est 8% attendu. 2016, nous étions à 5,9%. 2017, prévu, nous sommes à 6,9%. Mais ce qu'on oublie, c'est quoi? Non seulement on n'a pas atteint le 8%, mais les 6,9% en réalité sont tirés par l'industrie extractive et les travaux publics. Vous pensez que c'est l'or, c'est le zinc qui fera la construction de ce pays? Est-ce qu'il y a une incidence sur les ménages? Ce n'est pas dans ces produits bruts primaires qu'on peut parler de croissance. La croissance, c'est d'abord sur la base de la transformation des différents secteurs économiques. Et la transformation, par rapport à ce que nous avons de plus cher à nous, le coton. Est-ce qu'il y a des industries de transformation du coton? Où se trouve Faso Fani? Est-ce qu'il y a la transformation du fil, du tissu, des habits? Tout ça, ça demande de l'investissement. On constitue aujourd'hui le premier producteur africain du coton avec près de 800 000 tonnes. Il n'y a qu'à peine 5% qui sont transformés par des entreprises informelles. Je pense que si on doit parler véritablement de croissance économique, c'est à ce niveau qu'il faut agir. On ne doit pas se contenter de dire qu'il y a eu 6,9%, alors que c'est le fait de l'augmentation de la production de l'or de 19%. Et ça, ce n'est pas un indicateur sérieux qu'il faut prendre en compte, parce que du jour au lendemain, le prix de l'or peut dégringoler et nous allons nous retrouver face à la réalité. Et pourtant, tout le monde, disons, pas mal de partenaires étaient d'accord sur le fait que le PNDS est quand même un bon référentiel, c'est un bon document, crédible quand même. C'est peut-être ce qui a suscité cette mobilisation autour de ce référentiel. Et récemment, dans un bilan à mi-parcours,
On parlait de 46,5% de taux d'exécution physique et 63,1% de taux d'exécution financière. Ça veut dire que là aussi, on estime que ça va. C'est récemment que le bilan mi-parcours a été fait, je crois que c'était en octobre. Tout à fait. Peut-être que je suis bête ou je ne comprends pas bien les calculs. Je me suis permis de m'ouvrir à certains ministres pour mieux comprendre. Mais je vous avoue qu'ils ont bégayé, comme si je les avais demandé de choisir entre le verbe bondre ou bondir à conjuguer au subjonctif plus que parfait. Nous eussent bondi ou nous eussent bonda. C'est ça la réalité. Personne ne comprend sur quelle base ces chiffres sont produits. Et je vous dis que les indicateurs ne sont pas atteints. Déjà, si je prends la régulation sur la base de l'appui budgétaire qui était attendu de 330 milliards, ça va jouer sur les indicateurs. Ça va jouer sur les indicateurs. Tout ce qui est attendu ne sera pas atteint. Je vous ai parlé du Fonds de développement culturel et touristique. Ce fonds doit, à l'horizon 2021, avoir un accompagnement financier de l'État de 21 milliards. Avec ces 200 millions qui ont été servis par-ci, 500 millions par-là, quel est le résultat qu'on peut avoir? Alors que vous savez que le secteur de la culture, des arts, du tourisme, ce sont de gros secteurs pourvoyeurs d'emplois, de richesses. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que ça veut dire que sur toute la ligne dans cette affaire PNDS, il y a eu du mensonge, ou alors il faut prendre en compte effectivement tous ces facteurs sécurité et puis fonds social qui est venu quand même rendre compliquer les choses? J'ai dit que le PNDS, c'est une bonne vision. Mais en raison des conditions difficiles de la grossesse, des complications avec l'accouchement qui s'en est suivi, au lieu d'un lion, nous avons une souris. J'ai dit que cela est dû au fait que tous les indicateurs ont été mis au rouge à cause d'un capitaine qui, au lieu d'agir, réagit. Je ne sais pas si c'est difficile à comprendre. Est-ce que le capitaine pouvait faire autrement? Mais écoutez, les partenaires sociaux, ce sont des Burkinabés, ce sont des patriotes. Qu'est-ce qui nous coûtait de nous asseoir autour d'une table, mettre à plat tout le système, discuter de façon franche, de façon sincère, et on arrête de façon objective les solutions qui s'imposent. Nous sommes quand même dans un État, dans une nation qui est une nation de dialogue, qui est une nation de fraternité, qui est une nation de solidarité. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Vous avez été ministre en charge du tourisme, vous savez combien ce secteur il est important aussi dans l'économie. Quand on prend par exemple la question terrorisme qui est venue quand même plomber ce secteur d'activité, c'est compréhensible. Qu'est-ce que le président peut faire dans une telle situation? C'est des imprévus. C'est des imprévus. Dès la mise en place du gouvernement, en janvier 2016, il y a eu la première attaque terroriste. Plusieurs mois après, attaque qu'a fait Istanbul. Vous avez constaté avec moi que les boucliers balistiques ont éclaté. Plusieurs mois après, vous pensez que c'est normal? C'est pourquoi moi j'ai dit, ici il s'agit d'une responsabilité. Sans sécurité, il n'y a pas de commerce. Sans sécurité, il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a pas de mine. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de tourisme. Mais quel est l'effort qu'on doit faire pour accompagner nos braves soldats dans la défense de la patrie? Et je vous dis, je ne vais pas insister sur cette question parce qu'elle est sensible. Vous savez que le Nord est en train de nous échapper. Le Nord est en pleine décadence à cause des attaques répétées des terroristes. Je vais vous poser une question. Vous avez déjà entendu le président du Faso fouler le sol, ne serait-ce que de la province du Soum, pour ne serait-ce qu'apporter du réconfort à ces soldats qui se battent chaque jour contre ces attaques, à ces populations qui sont dans la peur, bien qu'il ait été ministre de la Défense,
Mais ailleurs, on n'allait pas compter le nombre de visites du président là-bas. Pendant que notre chef de l'État est en train de s'ériger en meilleur voyageur à l'extérieur. Je vous dis, au-delà de ça, il y a même des régions entières que le président n'a pas encore visitées depuis la prise de fonction. Puis vous vous rappelez, le président Cézerbo, quand il a pris ses fonctions, mais il allait pratiquement dans toutes les communes rurales. Je me rappelle bien, une fois, j'étais à Malba, au niveau du Pony. Mais les populations se rappellent comme si c'était hier de la visite du président. C'est le signe d'un président proche de son peuple, à l'écoute de son peuple, et qui connaît les réalités. Ce n'est pas le cas pour le président Roch, Omar Christian Kaboré? Vérifiez. Moi, je ne fais que vous donner des indicateurs. Mais je ne constate pas un président qui est à l'écoute de son peuple. La détresse de la jeunesse, la détresse des populations, le cri d'alarme qui est lancé. Il faut être sourd pour ne pas l'entendre. Chaque jour que Dieu fait, c'est des préoccupations qui sont posées. C'est des angoisses, c'est des interrogations. C'est le désespoir qui s'installe. Et pendant ce temps, on a un capitaine qui joue à l'indifférence. C'est comme si c'est l'insouciance qui caractérise sa gestion. Et souvent, c'est quand même assez regrettable. Il y a quand même des actions qui sont posées avec moi, M. Barry, que l'inaction, c'est la mère de tous les maux. Ce n'est pas admissible. Il y a des actions qui sont posées. Eh bien, je vous dis que tout ce qui est décidé en Conseil des ministres n'est pas ressenti dans le quotidien des Burkinabés. Combien de fois nous avons annoncé le démarrage des travaux de construction de routes? Où nous en sommes avec ces routes? Combien de fois nous avons annoncé des constructions d'amphithéâtres qui n'ont jamais été faites? Je vous dis par exemple que le Premier ministre, au mois de février 2016, a dit qu'il y aura 28 amphithéâtres d'au moins 500 places qui seront construits, dont 10 en 2016. Si vous voulez, vous me rappelez demain pour me donner le nombre d'amphithéâtres qui ont été effectivement construits. Pendant ce temps, les universités sont devenues des dépotoirs d'étudiants sans avenir, sans perspective d'emploi. C'est ça la réalité. Parlons justement de l'emploi, de cette jeunesse. Vous en parlez dans votre déclaration. C'est un problème, ça. Et on se demande comment un gouvernement post-insurrection peut ne pas en faire une priorité. Et je crois que dans le PNDS, c'est une priorité. Qu'est-ce qui fait qu'à ce niveau, on a l'impression aussi que les choses n'avancent pas? Parlons toujours des chiffres dans le PNDS. Qu'est-ce qu'on a dit? 50 000 emplois chaque année. Vous pouvez me faire le point des emplois qui ont été créés? Faites-moi le point. Aujourd'hui, pour résoudre le problème de l'emploi, d'abord, pour les jeunes diplômés, il faut agir où? Il faut agir dans le système éducatif. Parce que le système éducatif produit des déchets en cours de formation et des chômeurs en fin de formation. Il faut agir dans le tissu agricole et industriel. Vous avez 80% de la population burkinabé qui est agricole. Vous avez les 3/4 de la population burkinabé qui vit en milieu rural. Mais allez-y dans ces villes, dans ces communes, dans ces villages. C'est des jeunes désœuvrés, livrés à eux-mêmes, sans accompagnement, qui se laissent aller à des comportements déviants, l'alcoolisme. Le PNDS prévoit effectivement de faire en sorte que dans le milieu rural, il y ait des emplois à temps plein. On parle même de centres de formation agricole qui doivent être mis en place. Je crois que tout ça est prévu dans le PNDS. Tout ça est prévu dans le PNDS, mais qu'est-ce qui est fait? Allez-y, qu'est-ce qui est fait? Vous allez voir, c'est des comportements déviants, la délinquance, l'alcoolisme, la prostitution, parce qu'ils n'ont rien à faire. Et ceux qui ont le courage, c'est entre 1 et 3 millions qui courent pour aller dans leur paillage. Parce que l'agriculture ne nourrit plus son homme. Il y a des actions fortes qui sont attendues, mais qui n'arrivent pas. Je vous dis également, l'un des instruments qui sont brandis par rapport à la politique de l'emploi, on nous a parlé du fonds d'autonomisation des jeunes, autour
Vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste. Selon les informations que j'ai eues, la moyenne qui a été donnée, sur la base de 90 000 dossiers jugés recevables, il y a environ 10 000 qui ont eu la moyenne de 300 000 francs. 300 000 francs, c'est pour faire quoi avec? Est-ce que 300 000 francs peut au moins payer le loyer du siège de l'entreprise qu'on veut mettre en place? Sauf si, bien entendu, on va jouer à la loterie en comptant sur la chance. Et quand vous prenez les projets start-up, j'étais avec son excellent monsieur le Premier ministre lors du lancement. Qu'est-ce qui a été dit? 500 entreprises en 5 ans avec 10 000 milliards. Et le Premier ministre, qui au sorti de l'activité, dit le Burkina is back. Le Burkina is back avec ce genre de système? Non, je dis non. Le Burkina va plutôt dans le bac. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'entreprise sans parler d'incubateur d'entreprise. S'il n'y a pas ces accélérateurs de business aux côtés des jeunes entrepreneurs pour les accompagner, pour les guider en appui conseil, en source de financement, en gestion de leurs fonds, il n'y aura jamais de résultats. Les incubateurs, le gouvernement aussi en parle. Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui se fait sur le terrain? Allez-y, faites votre enquête. Je suppose que votre télévision est aussi dans le jeu des enquêtes. Faites votre enquête. Vous allez me dire les résultats. Je vais vous dire, je n'ai rien contre ce gouvernement. Je n'ai rien contre ce gouvernement. J'avais la responsabilité de décider. Je ne peux pas continuer à rester éveillé toute la journée en raison de mes activités professionnelles et veiller la nuit en raison du grondement de ma conscience. J'avais le choix entre l'option de vérité et l'option de silence, l'option de compromission et l'option de démission. Je ne peux pas voir tout ça et me taire parce que simplement je veux jouir de façon lâche de mon fauteuil ministériel. Je dis non, je n'ai rien contre ce gouvernement. Je veux dire simplement que le chemin que nous avons emprunté, c'est un chemin sans issue. Parce que quand on ne sait d'où on vient et où on va, aucun vent ne nous sera favorable. Il y a quand même un référentiel. Il y a quand même un référentiel. On sait où on va. Il y a des indicateurs. Oui, il y a un référentiel. Mais ce référentiel doit s'asseoir dans un cadre macroéconomique soutenable. Vous ne pouvez pas parler d'un référentiel qui est adossé sur les indicateurs rouges. Convenez avec moi que pendant qu'on parle d'investissement sur fonds propres de près de 10 000 milliards, alors que nous avons des recettes budgétaires de près, ça même je maximise, de 2 000 milliards, c'est quel résultat vous allez avoir alors que vous avez des dépenses courantes de près de 1 200 milliards. Je vous pose cette question. Pour moi, c'est élémentaire. Et pendant ce temps, vous avez les charges salariales qui augmentent avec un taux de ratio de 45%, alors que la normale, c'est 35%. Qu'est-ce qui fait, pour cette question? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les promesses extérieures, les investisseurs aujourd'hui, ça tarde à venir, ça vient à compte-gouttes? Qu'est-ce qui explique cela? Je vous ai dit que les fonds qui ont été annoncés, il y a des conditions préalables. Quand vous prenez, je crois, la Banque mondiale, il y a la condition, par exemple, de monter le budget des droits humains à 2%. Ce n'est pas le cas. Vous avez des questions procédurales. Et vous avez même des projets non matures. Et c'est tout ça qui retarde le déblocage. Et regardez objectivement les résultats qui sont atteints. On nous parle de taux de croissance de 6,9% que nous allons atteindre en 2007. En 2017. Alors que le PNDS nous dit que le taux c'est 8%. Et je vous dis que cette croissance n'est pas fondée sur la réalité dans les ménages, dans les entreprises. Et je vous donne cette information qui me paraît essentielle et qui a déterminé de façon décisive ma décision de partir. Conseil des ministres du 11 octobre. Le ministre du Commerce qui nous annonce qu'une société à Bobo-Dioulasso se prépare à déposer son bilan
une société qui existe depuis que je ne suis pas encore né, 1973, avec près de 200 employés. Et quand on sait que chaque employé peut prendre en charge au moins 10 personnes, c'est environ 2000 mendiants larmoyants qui se préparaient à inonder notre territoire, en plus de ce qui existe. Le problème est posé. Naturellement, son Excellence, le Premier ministre, dit que c'est une question préoccupante et qu'il faut agir rapidement sur la question de la fraude. Et qu'il faut voir comment investir pour sauver cette entreprise Winner Industries. J'ai été déçu. J'ai été véritablement ulcéré, si le terme est fort, je présente mes excuses, d'entendre son Excellence, le président du Faso, dire que la résolution de la question de la fraude ne saurait résoudre la question de la compétitivité des entreprises au Burkina Faso. Mais tout le monde le sait. La fraude, c'est la plaie, c'est le cancer qui est en train de tuer à petit feu nos entreprises. Si la question de la fraude n'est pas réglée, toutes les entreprises qui vont se créer vont mourir. Gérer la fraude dans notre contexte, c'est comme si, avec les entreprises, tu te mets à cheval dans du sable mouvant. C'est ça la réalité. Nous avons dit, bon, naturellement, j'ai apprécié le Premier ministre. Il a dit qu'il faut faire quelque chose. Surtout que cette société avait besoin d'au moins minimum de 600 millions comme fonds de roulement. Le chef de l'État qui dit que ce n'est pas à ce niveau qu'il faut axer l'action. Mais on lui demande, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il se contente de dire, OK, nous allons regarder. Et quand le président, pour ceux qui le connaissent, quand le président dit que nous allons regarder, c'est bonjour les tiroirs poussiéreux sur votre dossier. Convenez avec moi que 2 ans pratiquement après sa prise de fonction, il ne peut pas se dire qu'il va regarder la situation de ces entreprises. Sur quelle base la campagne a été battue? Sur quelle base le Premier ministre est allé à l'Assemblée nationale en février 2016 pour dire qu'il y aura des actions fortes de redynamisation des entreprises en difficulté? Pendant ce temps, Winner Industries était dans cette catégorie. Plusieurs mois après, qu'est-ce qui a été fait? L'entreprise va fermer. SAP Olympique, le marché national est inondé par une cinquantaine de variétés de pneumatiques fraudées. Rien n'est fait. Je ne parle pas de motos. En 2009, le DG de la douane avait dit dans une interview que nous perdons chaque mois 300 millions à cause des fraudes sur les motos. Qu'est-ce qui est fait? C'est ça la réalité. J'ai donc constaté que le président du Faso est en crise d'imagination. Alors qu'un leader doit être un inventeur. C'est parce que nous considérons qu'il est un inventeur, qu'il a de l'imagination, que nous avons décidé d'être à ses côtés pour l'accompagner. Et c'est sur cette base que le peuple lui a fait confiance. Il faut qu'il s'assume jusqu'au bout, sinon, pour vous dire la vérité, je crains pour mon pays. Alors, pour cela, vous avez claqué la porte, mais quelque part aussi, vous parlez de trahison, du sacrifice des martyrs. Le Burkina Faso, après l'insurrection populaire, n'est pas celui de nos rêves. Le Burkina Faso est toujours miné par les problèmes qui ont été décriés avant l'insurrection populaire. La justice sociale. Jusqu'à aujourd'hui, il y a près de 20% de la population burkinabé, ce immeuble, où au sommet, c'est 20% de la population burkinabé, qui rassemble entre ses mains près de 75% des richesses nationales. C'est ça, la réalité en termes de justice sociale. En termes de neutralité de l'administration publique, en termes de promotion de l'excellence, du travail, en termes de justice, en termes de satisfaction des attentes du peuple, de la jeunesse, sur le plan de l'emploi, la réalité est grave. Le rêve est en train de se transformer en cauchemar. Et ajoutez à cela, ça vous pouvez le vérifier, 3 ans après
ce qui s'est passé dans notre pays. Il y a encore des blessés qui se promènent avec des balles dans leur corps. Il y a une dizaine de blessés qui ne sont pas encore pris en charge. Les familles des victimes sont toujours dans le désarroi. Il y a une trentaine de blessés qui attendent toujours d'être accompagnés. Est-ce qu'on peut concevoir que c'est ce genre de réponse qu'on peut donner à des personnes qui se sont sacrifiées, qui se sont investies courageusement pour rendre possible le changement dans notre pays? Je dis non. Vous qui avez été donc dans l'exécutif, vous avez l'impression que rien ne se fait, vous n'avez pas l'impression qu'il y a cette volonté donc de préserver les acquis de l'insurrection? Il y a certes une volonté, mais moi je pense que quelque part, il y a une crise d'imagination, il y a une crise d'initiative. Et chaque fois qu'il y a crise d'imagination, ce n'est pas moi qui le dis, l'ex-président de l'Assemblée nationale, paix à son âme, a décrié cela. Ce gouvernement manque d'imagination et d'audace. C'est une réalité qui est palpable, qui est tangible. Il y a des actions fortes qu'il faut entreprendre. Cela n'est pas tard. Moi, j'ai voulu quitter en me donnant la liberté d'attirer l'attention de qui de droit. Parce que vous ne pouvez pas être aussi dans le gouvernement et puis critiquer chaque matin. C'est irresponsable, c'est inconséquent. Il y a un ministre qui l'a dit, soit on ferme la gueule, soit on démissionne. C'est vrai que je ne dirais pas que j'ai une gueule, sauf si vous me le dites, mais quand même, je pense qu'en quittant le gouvernement, je voudrais attirer leur attention de façon responsable, de façon franche, la dérive qui est en train d'être constatée. Alors, vous êtes parti, mais il y a quand même, on aurait pu penser qu'au regard de ce que vous dénonciez, si telle était la réalité, certains de vos collègues auraient pu suivre. J'ai dit tout à l'heure que mon frère et ami Bagoro devrait suivre. Il devait être le premier. Je ne vais pas m'ériger en donneur de leçons à mes frères membres du gouvernement, mais je pense que chacun réfléchit sur la situation. Vous pensez que d'autres pourraient suivre? Je ne suis pas un devin, mais je pense qu'à un moment donné, si rien n'est fait, je crains pour ce pays. Vous discutez avec certains dans cet exécutif, vous avez l'impression qu'il y en a qui sont dessus comme vous? Naturellement. Alors, le Premier ministre, visiblement interrogé sur votre démission, dit ne pas se reconnaître dans ce que vous êtes en train de faire en termes de peinture de ce qui se passe, justement. Bon, il a l'occasion de faire un diagnostic sans complaisance de la situation. C'est un monsieur très intelligent qui, malheureusement, est piégé dans le clan du président du Faso, dans le clan, dans le système MPP. Je crois qu'il aura intérêt à faire un diagnostic sans complaisance et à prendre les décisions qui s'imposent. Alors, avant de partir, effectivement, dans votre déclaration, disons, vous avez tenu quand même à remercier ce que vous avez appelé deux grands ministres, Clément Savadogo et Rosine Coulibaly, ministre de l'économie, Clément Savadogo, ministre de la fonction publique. Pourquoi particulièrement ces deux? Oui, j'ai de grands amis dans le groupe. Je prends le cas de Mme Rosine Coulibaly, que j'appelle affectueusement ma tante. Je pense que c'est une grande dame. C'est une grande dame qui dit ce qu'elle pense et qui s'assume. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, c'est une valeur sûre de notre nation qui est encore ignorée. Je prends le cas du ministre Savadogo de la fonction publique. J'ai eu à travailler régulièrement avec lui dans le cadre de la négociation dans la crise à l'hôtel Silmandé. J'ai découvert en lui de grands talents
de négociateur, de grands talents de management, une grande sagesse, une grande intelligence. C'est un monsieur, particulièrement quand il intervient lors des conseils des ministres, je suis édifié. Et ce que j'ai appris avec ces deux personnalités, je le dis, dans aucune université au monde, je n'allais avoir l'occasion d'apprendre cela. C'est pourquoi je les ai remerciés pour ce qu'ils sont et je les ai encouragés pour le travail qui leur a été confié. Et les autres? Oui, je ne vais pas quand même individuellement citer tout le monde. J'ai de façon globale remercié l'ensemble des membres du gouvernement pour leur franche collaboration. Mais permettez-moi aussi d'être spécialement regardant sur ceux qui m'ont permis d'apprendre quelque chose. Alors, vous avez développé donc ces raisons qui vous ont conduit à claquer la porte, mais pour certains, pour une partie de l'opinion, ce n'est pas forcément ça la raison. On parle plutôt que c'est une fuite en avant par rapport à la crise au sein de votre parti, le parti de la Renaissance nationale. Pour certains responsables, en tout cas du PP, il est clair que vous avez perdu la bataille juridique pour le récépissé du parent, après donc, le congrès qu'il y a eu récemment. Alors logiquement, vous allez être remplacé au profit d'un proche du professeur Bado. C'est pour cela que vous avez senti venir les choses, c'est pour ça que vous avez anticipé. D'abord, je tiens à vous dire que la question du récépissé n'est pas tranchée. Elle est toujours au stade du ministère de l'administration territoriale. Et en septembre, nous avons reçu une correspondance du ministre de l'administration territoriale pour nous dire que la requête de délivrance du récépissé par les faiseurs de rencontres qualifiées de congrès, alors cette requête va être examinée conformément au bloc de légalité auquel est assujetti le parent, c'est-à-dire la loi sur la charte des partis politiques, les statuts et le règlement intérieur. Mais c'est ce que nous avons toujours souhaité. Donc je ne vois pas pourquoi nous allons paniquer et puis poser des actes de cette nature. Je suis surpris. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne pour ceux qui ont suivi le grand frère Laurent Bado au niveau de la télévision nationale, mais il a dit que lui, il est croyant et que quel que soit ce qui va advenir, il ne va pas demander mon remplacement du gouvernement. Et je suppose que c'est également qu'en tant que croyant, qu'il ne va pas se dédier. En plus de cela, objectivement, vous pensez que la décision du chef de l'État, avec tout ce qu'il a comme prérogative, va s'appuyer sur la délivrance ou non d'un récépissé? Si le président a besoin de moi et qu'il y a une place qui doit être dégagée pour l'autre camp, mais il dégage cette place pour ce camp et puis il me positionne quelque part. Objectivement, je ne vois pas vraiment ce débat. Il n'y a pas de limogeage en perspective. Écoutez, je ne suis pas devin, mais le président peut me limoger pendant ma mission. Il pouvait me limoger à tout moment. Il pouvait me limoger à tout moment. Vous savez, dans ce pays, il y a toujours cette catégorie de personnes qui regardent le doigt lorsqu'on leur montre la lune. C'est constant. Même quand les dirigeants du MPP avaient quitté le navire du CDP, on les a dit, il y a encore ce même groupe qui a dit que c'est parce qu'on les a chassés du CDP. Non, moi je pense que c'est une évidence. Le singe, tu ne pourras jamais le convaincre que le miel est plus sucré que la banane, parce qu'il n'aime que la banane. Donc on ne peut pas empêcher ces personnes de penser ce qu'elles pensent. Ce réquisitoire, un coup de pub politique, peut-être pour se repositionner dans le cœur des Burkinabés déçus de la gouvernance du MPP. Certains l'ont vu également comme ça. C'est leur droit de penser ainsi. Moi, j'avais la responsabilité de décider. Continuer toujours à accompagner un régime sans le cœur ou tout simplement prendre mes responsabilités. En Afrique, on dit, quand un homme refuse, il dit non. Je pense que c'est dans ce sillage que je me suis situé, tout simplement. Sans rancune. Sans rancune. Il y en a qui demandent à ce qu'il y ait un audit au sein de votre ministère.
Mais c'est loisible. D'ailleurs, même c'est ce que nous souhaitons. Pendant que j'étais ministre, nous avons eu la visite de la SCE, il y a eu des rapports qui ont été produits. Nous avons tous ces rapports. Ça, c'est ce que je souhaite. Vous n'avez pas de crainte à ce niveau? Pourquoi je vais avoir des craintes? Moi, tous ceux que j'ai responsabilisés, je les fais à mon âme et conscience. Demandez à mes responsables financiers. J'ai dit que je ne voudrais pas que 5 francs sortent de ce ministère sans respect des procédures. Et cela a quelque peu compliqué souvent le fonctionnement du ministère. Si vous voyez que je suis à l'aise quand je parle, je n'ai rien à me reprocher. Sauf bien entendu, si on veut accuser son chien de rage. Mais j'ai ma conscience, je dors tranquille, je dormirai tranquille, même en prison ou ailleurs. Alors, parlons donc de votre avenir politique maintenant. On entend dire que vous comptez retourner à l'Assemblée nationale pour terminer le mandat. Immédiatement à l'issue de ma démission, j'ai rencontré mon bureau politique qui était pratiquement là au grand complet pour les expliquer les raisons de ma décision. À l'issue donc de cette rencontre, le bureau a exigé que je reprenne ma place à l'hémicycle. J'ai donc marqué mon accord, j'irai à l'hémicycle et j'attendrai le gouvernement pour les parler d'homme à homme, droit dans les yeux. Je pense d'ailleurs que ceux qui m'ont voté ont souhaité me voir plus à l'hémicycle et non dans le gouvernement. D'aucuns pensent que j'ai précisément quitté le navire du gouvernement parce qu'il y avait l'échéance de l'impossibilité de rejoindre l'Assemblée. Mais l'échéance, c'est jusqu'en juin 2018. Je pouvais attendre en mai 2018 et puis sauter, partir. Non, je pense qu'on entend toutes sortes d'argumentaires, mais moi je pense que je suis serein et je sais également où je vais. Alors vous comptez animer désormais l'Assemblée nationale dans les débats. C'est bien ça? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Et si je rejoins l'hémicycle, je vais m'assumer pleinement. Vous attendez l'exécutif de pied ferme? Si je rejoins l'hémicycle, je vais m'assumer pleinement, mais de façon responsable. Je ne vais quand même pas insulter mes amis du gouvernement. Ce sont mes amis. Nous avons eu de très bons moments ensemble. On a partagé du Nescafé ensemble, mais il n'y a aucune raison que je puisse m'ériger en ennemi ou ils puissent me considérer comme un ennemi. C'est la même famille, c'est la même nation. Notre vision, c'est de dire ce qui doit être, afin que ceux qui dirigent puissent aussi procéder aux corrections qui s'imposent. C'est tout ce qui m'anime. D'accord. Tahirou Barry et le parent, c'est fini? Pourquoi fini? Je ne sais pas. Vous êtes toujours militant du parent, président du parent, vous vous considérez toujours comme président du parent? Mais notre récépissé d'avril 2014 n'a pas été attaqué, il n'a pas été annulé. Donc vous considérez sauf si l'administration territoriale dit le contraire. Mais je suis très curieux de savoir ce que dira l'administration territoriale. Est-ce que vous, en tant que journaliste, vous pouvez vous permettre de convoquer un groupuscule dans une salle pour prendre une décision et vouloir obtenir un récépissé, alors que, premièrement, vous n'avez pas la qualité pour convoquer l'instance, et deuxièmement, les participants n'ont pas la qualité pour y participer. Je vous dis qu'aucun membre du bureau, aucun responsable provincial, régional, aucun élu du parent, sauf le professeur Laurent Bado, n'a participé à cette instance. Vous avez accepté que le président fondateur ait plus de pouvoir, puisse se permettre cela? Je ne vais pas rentrer dans cette gymnastique juridique. Parce que dès lors qu'il y a une instance extraordinaire qui est convoquée, il y a de nouveaux textes, il y a de nouveaux référentiels. Et chaque fois qu'un élément tel qu'une motion n'est pas introduit dans le bloc de légalité de la nouvelle instance, je ne sais pas sur quelle base on peut ériger cela comme un référentiel. Ça, je suis curieux de savoir ce que le ministre va dire. Quant à la possibilité d'attaquer, j'ai mon opinion personnelle, mais je vais soumettre cette question également à l'appréciation de mon équipe. Mais avec cette sortie fracassante de l'exécutif, est-ce que les choses n'iront pas en votre défaveur finalement au niveau du ministère de l'administration?
De toutes les manières, j'ai confiance en l'administration de mon pays. J'ai confiance au ministre de l'administration territoriale. J'ai confiance aux techniciens de ce ministère. Et je suis serein, j'attends. Tout ce que je souhaite, dès qu'une décision sera prise, je vais savoir les motivations. D'accord. Alors donc il n'est pas question aujourd'hui de la création d'un parti propre à Tahirou Barry? Pour le moment, cela ne fait pas l'objet de réflexion. Pour le moment, non. Un mouvement peut-être comme Macron, puisque certains ont vite fait de vous comparer. Pourquoi me comparer à Macron? Il est jeune comme vous avez le même âge pratiquement. Mais lui aussi a démissionné du gouvernement de François Hollande. Écoutez, pour préparer la présidentielle, c'est peut-être aussi ce chemin que vous le ministre Jean-Pierre Chevènement a démissionné 3 fois de son poste de ministre en 1981, 1991, 2000, mais il n'a jamais été président. Les réalités sont différentes. À un moment donné, je vous ai dit, j'avais le choix entre la compromission et la démission. J'ai préféré choisir la démission. Mais en même temps, 2020, vous y pensez déjà? 2020, n'oubliez pas que je suis un mendiant larmoyant parce que le contexte de la compétition électorale dans notre pays n'a pas beaucoup évolué. Le poids de l'argent est déterminant. Mais vous avez pu vous faire quand même une petite bonne santé financière en allant à l'exécutif. Vous verrez la déclaration de mes biens. J'ai déjà pris les fiches et vous allez apprécier. Je me suis appauvri dans ce gouvernement. Ah bon? Je me suis appauvri. Ma rémunération dans ce gouvernement n'avait rien à voir avec ce que je gagnais où j'étais. J'ai perdu un certain nombre d'avantages en termes de prise en charge de l'assurance, en termes, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais j'ai dit qu'en venant dans ce gouvernement, je suis venu en tant que chargé de mission, pas en tant que ministre. Et je repars chargé de leçons, d'enseignement et de reconnaissance. Mais ça vous donne désormais une autre envergure. L'expérience de l'exécutif, c'est important quand on veut aller au palais présidentiel de Kossiam. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai beaucoup appris dans ce gouvernement. J'ai des amis ministres qui m'ont permis d'apprendre également. Ça, c'est une source de satisfaction, c'est une source de fierté. Et je remercie tous ceux qui m'ont permis d'avoir cette expérience, à commencer par son Excellence le président du Faso. Avant de finir, vous avez récemment fait cette passation de charge avec le nouveau ministre de la Culture. Comment vous le voyez à la tête de ce ministère? Bon, quand je venais, je n'avais pas une expérience culturelle. Je crois que lui également, en venant, il n'a pas cette expérience. S'il arrive à bien manager son équipe, je pense qu'il va avoir des résultats assez intéressants. D'accord. Dites-nous ce que vous pensez de Simo Compaoré, ministre en charge de la sécurité. Je l'appelle tonton, souvent grand frère. C'est une personnalité qui déborde d'énergie et qui a quand même des qualités. Il faut qu'on le dise. Il est très ponctuel. Je me rappelle bien que pendant le FESPACO, à la dernière minute, le Premier ministre m'a demandé de voir le ministre d'État pour le représenter à la cérémonie avec la Côte d'Ivoire. Il a été là au moment voulu. Et il s'est même déplacé avec moi pour aller dans le bureau des financiers au FESPACO pour débloquer un certain nombre de situations. C'est une personne qui déborde d'énergie, que je respecte. Malheureusement, cette énergie est mal exploitée. Et également, il a une personnalité qui s'accommode mal avec la sensibilité de la fonction qu'il occupe. Paul Kabatiba, Premier ministre. C'est un homme très intelligent qui a une volonté de réussir, de changer les choses. Qui a une grande vision, malheureusement, qui est piégé dans le clan du MPP et qui également est handicapé fortement par sa méconnaissance de la réalité du Burkina Faso et surtout par quelques difficultés de management de son temps et des hommes. Pour terminer, Rochma Christian Kaboré, président du Faso. Le président du Faso, c'est une personnalité aux grandes qualités humaines, mais qui semble profondément endormi dans un grand feu de brousse.
Ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre rendez-vous politique Surface de Vérité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bonsoir.